Les Français ont profité jusqu'à la dernière minute de ce long week-end ensoleillé, mais après la plage, retour à la dure réalité avec un trafic annoncé ce soir très dense par la sécurité routière. Le pape à Madrid, qui hier soir a longuement rencontré la jeunesse espagnole, a célébré ce matin la messe de canonisation de 5 religieux. Il est apparu fatigué en dépit des améliorations constatées sur sa santé physique. Jacques Chirac, réélu président, c'était il y a un an, le 5 mai 2002, avec un score exceptionnel de plus de 82% contre Jean-Marie Le Pen, une réélection qu'il n'entend pas fêter de manière particulière. Les Champs-Élysées transformés en parcours ferroviaire, c'est l'objet d'une exposition exceptionnelle, Train Capital, qui se tiendra sur la plus belle avenue du monde, où pendant un mois, ceux qui l'aiment prendront le train. Madame, Monsieur, bonsoir. À Madrid, le pape Jean-Paul II est apparu fatigué ce matin lors de la messe de canonisation des 5 religieux espagnols à laquelle assistaient plus d'1 million de personnes. Il est vrai que la veille, le pape, qui semblait avoir trouvé une énergie nouvelle, avait un peu abusé en prolongeant la soirée avec les jeunes, auxquels il s'était présenté lui-même comme un jeune homme de 83 ans. Isabelle Stess et Dominique Merlin. C'est assis, courbé sur son trône mobile, que Jean-Paul II se présente à la foule ce matin. Des centaines de milliers de fidèles espagnols, fervents catholiques, rassemblés pour une cérémonie très solennelle, la canonisation de 5 religieux, une messe de 3 heures sous le soleil. Le pape ne cache pas sa fatigue. Les voir fatigués touche le cœur. Oui, c'est incroyable. C'est ça qui nous donne à nous la vie, la jeunesse et le monde, de voir qu'un homme comme celle-ci, qui est en train de mourir, il fait tous ses efforts. Et par ses efforts, le pape a encore surpris hier soir à Madrid. Accueilli par une gigantesque aula, cette fois-ci, il se tient debout malgré une arthrite douloureuse au genou qui le paralyse. 3 heures en compagnie des jeunes, et voici Jean-Paul II étonnamment revigoré. Quantos años tiene el Papa? Quel âge a le pape, demande-t-il. Réponse, je suis un jeune de 83 ans. Un joven de 83 años. Peut-être qu'il a 83 ans, mais il est très très jeune d'esprit. Et puis il arrive à rassembler des millions de gens. Et bon, on est allé à des matchs de football, c'est extraordinaire. Mais voir qu'il y a encore plus de monde autour du pape et de Dieu, eh ben, c'est encore plus extraordinaire. Ce court séjour en Espagne était aussi considéré par le Vatican comme un test sur la santé de Jean-Paul II, qui prévoit d'entreprendre de plus ambitieux voyages comme la Croatie début juin. Test apparemment réussi pour le pape, qui fêtera la semaine prochaine ses 83 ans. Et il y a quelques instants, le pape a quitté le territoire espagnol, salué une dernière fois par le couple royal. En Turquie, le gouvernement de la province de Bingöl a annoncé la fin des recherches de survivants 3 jours après le tremblement de terre. Le bilan définitif s'établit à 167 morts, dont 84 enfants ensevelis dans l'internat de leur collège. Le promoteur immobilier qui avait construit ce bâtiment est aujourd'hui en fuite. Comme bien d'autres, il n'avait pas respecté les normes. Enquête sur place de Zindine Boudaoud et José Boulestex. Ce matin, les sauveteurs extraient les corps des 2 dernières victimes. Leur travail est fini. 85 personnes ont péri ici, 84 collégiens et un enseignant. La liste des victimes. Sur un banc d'écoliers, bien en face du maudit dortoir, le directeur du collège et des profs dresse la liste définitive des enfants disparus. Une corvée de 2 heures, sans colère ou révolte apparente. Les adultes avaient pourtant des doutes sur la solidité du bâtiment. Ils avaient prévenu leurs élèves au premier tremblement de terre, le dortoir s'effondrerait. Ce n'est pas un professeur qui a réuni tous les enfants pour leur dire que le bâtiment n'était pas solide. C'était juste un sentiment entre nous. Notre opinion, on sait bien que les bâtiments de l'État ne résistent pas au tremblement de terre en général. Le pensionnat a sans doute été mal conçu et mal construit. Sinon, il ne se serait pas effondré d'un coup. Une enquête judiciaire vise l'entrepreneur qui a réalisé les travaux, mais il s'est déjà enfui. Aujourd'hui, c'est sûr, il s'est sauvé, on n'a pas pu l'interroger.
Mais je comprends, si les parents des enfants le voient, ils risquent de le lyncher. Mais on l'arrêtera. En attendant, la fuite du chef d'entreprise occulte un peu la responsabilité de l'État. Depuis 3 jours, les bureaux du bâtisseur sont fermés. Chérif Bouzkous est parti sans laisser d'adresse, aux yeux de ses amis, pas forcément en aveu de culpabilité. Il est honnête, ce n'est pas le genre à tricher sur les matériaux de construction pour s'enrichir. Le pensionnat n'avait jamais fait l'objet d'un contrôle sérieux. La preuve, la justice réclame aujourd'hui une étude des sols pour savoir s'ils pouvaient supporter pareille construction. En France, comme lors de chaque week-end de trafic routier important, les gendarmes sont de sortie et contrôlent avec une sévérité nouvelle. Exemple cet après-midi à l'ouest de Paris, sur la Nationale 12, où plusieurs automobilistes ont été verbalisés. Sophie Rodier et Alexandra Renard. Moto noire, voie rapide, 175 km/h. 175 km/h sur une nationale limitée à 110. Manifestement, le pilote est pressé de rentrer chez lui. Il sera freiné dans sa course. Les gendarmes l'interceptent pour le verbaliser. C'est-à-dire que là, dans les médias, pour vous, il va falloir trouver quelqu'un pour venir chercher votre moto. Ouais. Sur une nationale, au-dessus de 158 km/h, c'est la confiscation immédiate du permis de conduire. Le montant de l'amende sera fixé plus tard par le tribunal de police. Ce motard indiscipliné le sait, mais il s'en moque. Je sais que je roulais trop vite, et puis quand on roule à cette vitesse, on ne regarde pas le compteur, on regarde la route. Donc je savais pertinemment que j'étais au-dessus des limitations de vitesse. Ça vous arrive souvent? Avec une machine comme ça, oui. Est-ce que vous reconnaissez l'excès de vitesse? Ah oui, tout à fait. Jamais d'accident, jamais... C'est jamais de ma faute, mais enfin... Ah, d'accord, c'est de la faute des autres. Lors des retours de week-end prolongés, ce type de comportement au volant est classique. 174 procès-verbaux dressés pour excès de vitesse cet après-midi dans les Yvelines, dont 53 rétentions de permis. Les habitudes sont en train de changer, mais on est obligé d'y aller au forceps. Et autrement dit, on est obligé d'en passer souvent par la rétention du permis de conduire. Donc enlever le permis de conduire sur des durées qui peuvent aller jusqu'à 6 mois chez certaines personnes pour leur faire prendre conscience de la dangerosité de leur comportement au volant. Toute la soirée, les radars de la gendarmerie quadrillent la France. Sur ce tronçon de la RN12, un accident par semaine est dû à la vitesse. L'attaque d'un fourgon de transport de fonds a été déjouée par les policiers de la brigade de répression du banditisme à l'issue d'1 mois de filature. Les malfaiteurs avaient tout prévu pour ce vendredi, 13h, mais ils sont tombés sur les policiers qui ont saisi un impressionnant arsenal. Enquête Paul de Genève et Alain Locachio. Des kalachnikovs, des pistolets mitrailleurs, de l'explosif, 2 lance-roquettes, des armes de guerre par dizaines. Les truands étaient très lourdement équipés pour attaquer un fourgon blindé. Vendredi, ils tentent leur coup, mais les malfaiteurs ignorent que depuis 6 semaines, ils sont sous surveillance. La totalité de l'équipe a été à un moment donné réunie sur le pied de guerre avec bien évidemment ce gros camion de 19 tonnes qui devait servir à bloquer la progression du fourgon blindé, qui était le signe qu'ils allaient passer à l'action. L'attaque doit se passer sur cette route de Champs-sur-Marne. Mais les policiers ont déjà prévenu le transporteur de fonds. Le fourgon est dérouté. À 15h, les malfaiteurs repartent. À leur arrivée, 80 policiers les attendent. 7 hommes sont interpellés, tous connus des services de police. Le camion, 2 voitures volées et surtout toutes ces armes sont saisies, sans un seul coup de feu de tiré. Cette prise est exceptionnelle. Là, ce qui est hors norme, c'est la quantité saisie. Sûrement une partie de ce matériel n'a d'ailleurs pas été utilisée sur cette tentative d'attaque d'un fourgon et relevé plus d'un stock à disposition de cette équipe ou d'autres. Car les attaques de fourgons se sont multipliées ces derniers mois, toujours plus violentes. Exemple au mois de février sur l'autoroute A6. Là aussi, les malfaiteurs ont utilisé des camions et de l'explosif. Aux enquêteurs maintenant de dire si ces affaires sont liées. Fin de la rave party, le Technival dans la Marne, autorisé pour la première fois cette année par les pouvoirs publics, ce qui n'a pas empêché la vente sur place de substances illicites. Les organisateurs doivent maintenant nettoyer le site. Ils devraient aussi rembourser les quelques 50 000 € dépensés par les pouvoirs publics pour installer citernes d'eau, bennes à ordures et toilettes chimiques. Caroline Gauthier, Romain Potochki et Thierry Breton. 2 cachets d'ecstasy dans la main payés 15 €. Notre équipe a filmé cette transaction en caméra cachée, une opération des plus simples. Je ne saurais pas où on peut trouver du sas.
Taz, en fait le nom de code de l'ecstasy pour les initiés. Super rush, ouais. Camion bleu dit mais il est un peu cher. Quelques minutes de recherche seulement à travers la foule, les revendeurs attendent le client et la marchandise ne manque pas. Ecstasy, cannabis ou encore gaz euphorisant comme ici dans ces ballons. Paradoxe de ce Technival, il est légal pour la première fois et pourtant toutes sortes de produits circulent. Je trouve que sur les Technival c'était particulièrement visible jusqu'au jour d'aujourd'hui. Il y a malgré tout ce type d'activité, c'est peut-être un petit peu plus discret, personne ne s'en plaint pour l'instant a priori. L'autorisation donnée par Nicolas Sarkozy annonçait un Technival d'un genre nouveau, très surveillé, très encadré, sur un site éloigné de toute habitation. Mais apparemment, les 300 gendarmes mobilisés n'ont eu ni l'ordre, ni les moyens de procéder à des contrôles massifs. Il y a un paradoxe, mais de toute façon, nous avons mission de gérer la périphérie et les extérieurs. Bon, c'est vrai que nous avons des informations sur ce qui se passe à l'intérieur, ce n'est pas toujours très beau, mais nous n'y pénétrons pas. À proximité du site, les douanes ont tout de même effectué quelques saisies de stupéfiants, mais leurs opérations sont restées très discrètes. Le paradoxe aussi de cette fameuse autorisation, c'est qu'elle ne répond pas à cette question essentielle, qui maintenant va payer? Les teufeurs ont certes été invités à une participation financière, mais l'argent recueilli ne couvrira certainement pas l'ensemble des frais, évalués à près de 150 000 €. Pour l'anniversaire de sa réélection, le président de la République n'a prévu aucune cérémonie particulière. Un an après ce scrutin où il a obtenu un score tout à fait historique contre Jean-Marie Le Pen, ce résultat lui a laissé un goût amer. Cette situation inédite l'a sans doute amené à envisager différemment son nouveau quinquennat. Explication Véronique Saint-Olive. Jacques Chirac est élu président de la République avec 82,1% des voix. Ne laissons pas retomber ce souffle qui nous a portés. Un score surréaliste pour Jacques Chirac qui avait obtenu moins de 20% au premier tour. Un raz de marée anti-Le Pen. Ce 5 mai 2002, la France est déboussolée et la gauche est sonnée. Tout est écrit dès le premier tour. Et le premier tour d'élection présidentielle, disons-le, c'est une cata généralisée pour l'ensemble des grands partis politiques français. Ce deuxième mandat commence en véritable état de grâce. Jacques Chirac sait qu'il doit rassembler au plus vite le plus grand nombre. Et c'est Jean-Pierre Raffarin qu'il nomme à Matignon pour incarner la France d'en bas. Une majorité écrasante à l'Assemblée nationale, l'UMP en super parti de la droite, la cohabitation oubliée, jamais le président de la République n'a été aussi libre. Et Jacques Chirac recherche un consensus dans l'action. À l'Élysée, on parle de ses grands chantiers. Le président de la République s'attaque à l'insécurité, première priorité des Français, aux délinquants de la route, à la lutte contre le cancer, qui concerne tout le monde. Il se pose en croisée d'une écologie planétaire, en défenseur des pays pauvres. Bref, Jacques Chirac a changé. Désormais, il se veut inébranlable, mais sur l'essentiel, il offre peu de prise à la critique. C'est bien que le président de la République mobilise pour ça, mais honnêtement, c'est pas sur ça qu'on juge une action politique. Et moi, j'aurais préféré, c'est vrai, que le président de la République soit davantage en première ligne dans les dossiers de la vie de tous les jours, les dossiers difficiles. Mais la situation internationale bouleverse tout. George Bush s'apprête à déclencher la guerre en Irak contre le régime de Saddam Hussein. À l'ONU, la France se bat au contraire pour une solution pacifique et revendique la primauté du droit international sur l'unilatéralisme américain. Le président de la République entraîne l'immense majorité des Français et de l'opinion internationale. Il bat les records absolus de popularité. Le regard que portent les Français sur Jacques Chirac a changé. Comme dans la tradition gaulienne, l'homme qui a dit non. Il a dit non par 2 fois. Non au moment du scrutin présidentiel à l'extrême droite et non à une certaine vision américaine du monde. Quant au mois de mars, il laisse entendre que la France pourrait mettre son veto. Mais aujourd'hui, Jacques Chirac ne bénéficie pas de la trêve du muguet. Il doit affronter la grogne américaine, la flambée du chômage, l'effondrement de la croissance. Certains posent déjà la question d'un 3e mandat et Bernadette Chirac n'insulte pas l'avenir. Écoutez, alors là, j'ai pas encore réfléchi à la question. On ne sait jamais. Le président Jacques Chirac, candidat une 3e fois en 2007, c'est une hypothèse également envisagée très sérieusement par l'ancien Premier ministre Alain Juppé. Dans un interview va paraître demain chez nos confrères du Figaro. François Hollande, de son côté, a vivement réagi à cette hypothèse. C'était il y a quelques minutes. Écoutez-le. Je trouve invraisemblable que le président de l'UMP, puisque c'est de lui qu'il s'agit, commence déjà à annoncer la candidature de Jacques Chirac, comme si le statut de Jacques Chirac était d'être un candidat permanent. Il ne suffit pas d'être président pour Jacques Chirac, il faut d'abord être candidat. S'il veut être candidat, rendez-vous,
C'est pas lui qui parle. Hein. Rendez-vous en 2007. Mais nous ne redoutons rien. Vous lui donnez rendez-vous en 2007? Nous disons, attendons avant de proclamer les candidatures, d'avoir une politique. C'est en 2007 qu'on jugera ce qui a été fait ou ce qui n'a pas été fait. C'est sans surprise que le recteur de la mosquée de Paris, Dalil Boubaker, est devenu dimanche le premier président du Conseil français du culte musulman. Il a appelé chacun à la modestie face aux difficultés qui attendent cette nouvelle instance représentative. Nouvel appel à la grève des enseignants pour la 4e fois depuis la rentrée 2002, une grève qui aura lieu mardi. Autant dire que la semaine d'école sera courte avec le jour férié de jeudi. Les enseignants seront rejoints par les salariés de la Banque de France qui ne comprennent pas que l'on réduise le nombre des succursales. Alix Bouillaguet. Luc Ferry aime l'école. Il l'a même écrit aux enseignants, mais visiblement son livre n'a pas calmé les esprits. Mardi, la grève sera générale à l'Éducation nationale. Au tableau des protestations, la suppression de 5000 postes d'étudiants surveillants ou encore le transfert aux collectivités locales de certains emplois comme les médecins scolaires ou les assistantes sociales. On a le sentiment d'un véritable blocage du dialogue social dans l'éducation. Il y a des mesures qui sont prises ou qui sont annoncées sans concertation et que nous analysons comme des mesures de régression qui mettent en péril le service public. Mardi toujours, une autre grève, cette fois-ci à la Banque de France. En ligne de mire des syndicats, la suppression de 2600 emplois et la fermeture de la moitié des succursales. Enfin, le dossier des retraites est également dans l'agenda de la semaine. C'est mercredi que le ministre des Affaires sociales doit présenter une partie de sa réforme devant le Conseil des ministres. À Bagdad, la Croix-Rouge a installé un centre de téléphonie dans une tente, vous le voyez, pour permettre aux habitants de reprendre contact avec leur famille, en appelant notamment à l'étranger. De nombreux Bagdadis n'ont plus le téléphone et essaient évidemment de rassurer leurs proches. En Irak, en effet, la vie quotidienne reste toujours aussi difficile, sans électricité, sans eau, alors que commence la saison des grandes chaleurs. Les Irakiens s'impatientent. À cette situation matérielle précaire s'ajoutent aussi les soucis économiques. La plupart des habitants n'ont plus aucune ressource financière depuis le début de la guerre. Maryse Burgot et Jean-François Renouf. Un soldat irakien victorieux juché sur un avion ennemi détruit. Une image bien saugrenue alors que le quartier général des ex-forces aériennes est littéralement pris d'assaut par des militaires qui réclament de quoi vivre. Ces hommes se bousculent pour tenter de remplir des formulaires censés les aider à obtenir le versement d'un salaire. De l'autre côté du guichet, cet officier explique au plus dubitatif qu'il a l'autorisation des Américains, ce qui est en fait totalement faux. Ces hommes, sans salaire depuis 2 mois, remplissent donc des formulaires qu'ils paient 150 dinars pièce pour rien. Bagdad, livré aux arnaques, à l'anarchie et au désespoir. Cet aviateur vend les fameux formulaires. Il explique qu'il se doute bien qu'ils sont faux, mais il n'a plus rien pour nourrir sa famille, alors il n'a pas le choix. Pas de salaire non plus pour ces rares policiers qui ont repris le travail à la demande des Américains. Partout dans Bagdad, notre arrivée suscite des réactions de mécontentement. Ces femmes expliquent qu'il n'y a pas de travail, pas d'argent. Ces boulangers racontent que les gens du quartier utilisent leurs dernières économies pour payer le pain. Et que se passera-t-il quand ils n'auront plus rien? Nous avions rencontré cette famille avant la guerre. Depuis, une petite fille est née, c'était au 3e jour des bombardements. Ils sont donc désormais 19 sous le même toit, sans électricité et sans aucun salaire, puisque 2 des fils qui travaillaient dans une usine ont perdu leur emploi. Celui-ci explique que de toute façon l'usine ne peut pas fonctionner puisqu'il n'y a pas d'électricité. Devant l'urgence, les Américains ont commencé à verser des salaires, notamment à ceux qui ont repris le travail dans les services publics. Des billets de $20 sont ainsi distribués tous les jours. Une goutte d'eau selon l'ONU qui estime que les conditions d'un désastre humanitaire et social sont désormais réunies à Bagdad. À Bagdad, journée de prière et de recueillement pour les Sabéens. Ces croyants vénèrent Saint Jean-Baptiste qui fut contemporain de Jésus-Christ et vécut en Palestine. Le culte sabéen n'est plus pratiqué qu'en Irak et leur principal rendez-vous religieux se déroule autour du printemps. Reportage Martine Laroche-Joubert et Nathalie Gallet. Cérémonie du dimanche chez les Sabéens de Bagdad, l'une des religions les plus anciennes.
Ni chrétien ni musulman, il croit en Dieu et ses prophètes et prie en araméen. Aujourd'hui, il célèbre le premier mariage depuis la fin de la guerre, mais la mariée nous réserve une surprise. J'habite aux États-Unis, je suis une citoyenne américaine. Et pourquoi êtes-vous venue ici? Pour me marier. Mon fiancé est ici. Azil a quitté l'Irak depuis 7 ans, mais pour son mariage, elle renoue avec les rites de ses ancêtres. L'immersion dans l'eau est un baptême pour purifier le couple physiquement et spirituellement. Sa robe blanche est un habit religieux. De son côté, son fiancé promet foi et fidélité en présence du cheikh et de ses témoins. Une religion pratiquée par une minorité, 100 000 personnes dans le monde, quelques milliers en Irak. Tolérée par le régime de Saddam Hussein, il s'inquiète pour leur avenir. Tout dépend des extrémistes. S'ils ne veulent pas de nous ici, ni chrétiens, ni sabéens, il ne faudrait pas que les Américains les poussent contre nous. Dans le doute, Azil préfère revenir aux États-Unis le plus vite possible avec son mari. C'est bien pour mon peuple de connaître la liberté, mais il n'y a pas de sécurité. Vous voyez tous ces meurtres, tout ça, tous ces vols, ce n'est pas sûr. Mais pour l'heure, les Sabéens puisent dans leurs lointaines origines la force de survivre et de faire la fête en ces temps incertains. En Asie, l'épidémie de SRAS continue avec 163 nouveaux cas annoncés ce matin en Chine. Et au large de Hong Kong, ce cargo malaisien a été placé en quarantaine. Il aurait à son bord plusieurs marins malades. Depuis le début de l'épidémie, la pneumopathie atypique aurait provoqué la mort de 435 personnes dans le monde. Les 2 astronautes américains et le cosmonaute russe, qui avaient dû rester 3 mois supplémentaires dans la station spatiale internationale, après l'accident de la navette américaine Columbia, ont atterri ce matin au Kazakhstan, mais leur vaisseau spatial Soyouz s'est posé à plus de 400 km de l'endroit prévu, en pleine toundra. Patrice Velay. Ils sont là-bas, enfin retrouvés dans l'immense steppe du Kazakhstan, après 4 heures de recherche par les militaires russes. 3 hommes, sains et saufs, malgré un atterrissage en dérive, à 440 km du lieu prévu. La fin mouvementée d'une mission de 6 mois dans la station internationale et les honneurs à l'aéroport d'Astana, l'heure aussi des premières félicitations. Ce qu'ils ont fait est super, juste un retour normal sur Terre. Tôt ce matin, grande tension dans la salle de contrôle de Baïkonour. Juste après l'atterrissage, les Russes perdent tout contact radio avec le vaisseau Soyouz avant de lancer les recherches. Une panne des moteurs qui corrige la trajectoire du vaisseau pourrait expliquer l'incident. L'une des raisons du problème se trouve peut-être au moment de la séparation du Soyouz avec la station internationale. Nous aurons plus d'informations quand la capsule sera de retour à Moscou. Pour la première fois, 2 astronautes américains sont revenus sur Terre dans un vaisseau russe. La NASA apprécie le savoir-faire. Au moment où nous en avons eu le plus besoin, nos partenaires russes ont été formidables. Ils les ont retrouvés d'une façon exemplaire. Depuis 3 mois, Soyouz est indispensable à la station internationale. Après l'explosion de la navette américaine Columbia, le vaisseau russe reste seul pour transporter les astronautes. En France, dans l'arrière-pays basque, sur les sommets d'Irati, avait lieu aujourd'hui une randonnée pas tout à fait comme les autres. Plusieurs handicapés venus de Bordeaux ont pu découvrir ce site extraordinaire grâce à des porteurs volontaires d'associations sportives et culturelles. Reportage Éric Perrin et Hugo Risotti. A priori, pour une personne handicapée, il y a des paysages interdits. A priori seulement. Car cette randonnée organisée par la Fédération sportive et culturelle de France démontre bien qu'avec du cœur et des bras, tout est possible. Ah, il faut avoir la chance dans les mollets là, hein. Chapeau, hein. Christiane ne connaissait ni Fred ni Laurent avant d'affronter avec eux les divers périls montagneux. Autant le dire, entre forêt et fou rire, il s'est passé quelque chose comme une sorte d'alchimie humaine. Même pas, si je peux parler d'handicap. Si, j'ai un handicap parce que je me fais porter, mais d'un autre côté, je ne le ressens pas. Parce que je fais partie vraiment de cette randonnée. On est tous liés et donc il ne faut pas qu'il y en ait un qui défaille, quoi. Mais ça se passe bien. Donc à 3, vous faites l'unité. Ouais, mais il faut être 3. Hein. À 2, ça va pas et tout seul, c'est impossible, donc il faut être 3 là.
Parce que dans l'aventure collective se font les progrès personnels, ces expériences ont toujours des retombées du strict point de vue médical. Dans ce genre de sortie, le patient se surpasse. Il arrive à faire des choses qu'il ne fait pas spécialement à la Tour de Gacy ou en rééducation ou chez lui, tout simplement. Se surpasser, franchir des étapes. Émeric a tenu à faire un bout de chemin lui-même. D'habitude, cet exercice, c'est entre les 4 murs de la salle de rééducation qu'il le fait. La cheville qui se pose au sol, le sol n'est pas droit comme dans les couloirs. Ça change tout, c'est un petit peu plus stressant, donc il faut faire très attention, mais quel bonheur. Il y a des sourires encore plus beaux que des paysages. Ensemble, valides et non-valides ont partagé les efforts, les joies. Les montagnards le savent, les plus beaux sommets ne se gagnent qu'avec solidarité. Les parents de la petite Estelle Mouzin qui a disparu le 9 janvier 2003 à Guermantes en Seine-et-Marne, alors qu'elle rentrait de l'école, continuent à multiplier les manifestations pour retrouver la fillette. Il y avait aujourd'hui donc ce lâcher de ballon pour cette petite Estelle Mouzin en Seine-et-Marne. Des boulettes et des galettes de fioul ont été découvertes sur les plages du Sud Finistère, notamment dans les communes de Loctudier et de Plomeur. Pour les élus, il s'agit d'un dégazage sauvage, mais des échantillons de ces boulettes ont quand même été confiés au laboratoire de Brest pour déterminer s'il ne s'agit pas de résidus de la pollution du Prestige. Ce long week-end du 1er mai a eu aussi un avant-goût de grandes vacances avec un temps de rêve dans tout le pays. Exemple sur la côte basque où la température a atteint 30 degrés à Saint-Jean-de-Luz cet après-midi. On a profité de la plage, y compris notre équipe, Pauline Revenaz et Guillaume Michel, qui n'ont pas échappé au coup de soleil. Son petit itsy-bitsy petit bikini qu'elle mettait pour la première fois. Premier jour de mai, premier coup de chaleur. À Saint-Jean-de-Luz, il flotte une odeur de crème solaire. C'est quoi le programme de la journée? Plage, plage, plage. Peut-être un peu de baignade. Quelques courageuses aventures, mais ne s'attardent pas. Un peu froid quand même encore. Trop froide, trop froide. On revient pas dessus pour y aller. L'eau est magnifique, on voit plus aucune trace de pollution. Ouais, super. C'est peut-être la plus belle surprise. Depuis le naufrage du Prestige et la marée noire, les plages de la côte basque n'ont jamais été aussi propres. En terrassant s'active, les restaurateurs, eux, se réjouissent. C'est parti. Merci mesdames. Merci bien. Ça tombe à bloc. On fait un super 1er mai, le mois de mai ça marche super bien. Il y a le beau temps. Plus de doute possible, la saison a bien démarré. Pour goûter ces premiers rayons de soleil, mieux vaut reprendre les bonnes vieilles habitudes. Le plaisir n'en sera que meilleur. La foire de Paris, c'est également le cadre du célébrissime concours Lépine, où inventeurs en tout genre présentent le fruit de leur imagination avec des innovations parfois révolutionnaires. Les lentilles de contact, le cœur artificiel et même le presse-purée ont vu le jour au concours Lépine. 450 candidats cette année pour les 3 prix qui seront décernés samedi prochain. Agnès Moulinier et David Frossard. Le manipulateur, plus besoin d'escabeaux dangereux et encombrants. Bernadette Salandre, secrétaire inventive, a trouvé la solution. Son mari l'a fabriquée. Mes collègues de travail l'utilisent régulièrement. Elles en sont épatées et depuis peu, il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent. Aujourd'hui, 10% des inventeurs sont des femmes. Cette maman, par exemple, a trouvé comment surveiller les enfants au bord de l'eau. Un collier autour du cou du bambin déclenche au contact de l'eau une alarme captée par un récepteur près des parents. Une idée venue d'une mauvaise expérience. Ma 4e fille Lorraine a fait une chute dans la piscine familiale qui était pourtant protégée par une barrière. Ce jour-là, le portillon s'est mal refermé. On l'a récupéré entre la vie et la mort. Le Lépine, ça améliore la vie quotidienne. Du lavomatique à carte, à la chasse d'eau économique et vraiment hygiénique. Mais c'est aussi des avancées scientifiques ou écologiques, comme cette maison solaire. Orientée au sud, elle est construite selon la courbe du soleil, de telle façon qu'elle est à la lumière en hiver, à l'ombre en été. L'environnement, c'est la nouvelle tendance de l'invention. Nous avons tout ce qui est motorisation propre dans le domaine de l'automobile. Vous avez le gaz naturel, vous avez la pile à combustible fuel cell, c'est-à-dire l'électrique. Et c'est vrai que c'est une chose qui est de notre temps. Et à terme, je pense, avec la régression, disons, du pétrole, nous aurons besoin d'avoir des énergies de remplacement.
La voiture amovible est hors concours, elle attend un constructeur. Le taxi à hydrogène devrait bientôt être expérimenté à Paris. Quant aux lauréats 2003, ils seront connus samedi prochain. Les Champs-Élysées accueilleront pendant un mois la plus grande manifestation ferroviaire du monde. Plusieurs trains circuleront le long de l'avenue, des trains d'hier ou de demain. 5 millions de visiteurs sont attendus pour cet événement tout à fait particulier. Nicolas Lemarinier et Maya Elsoni. Bienvenue sur la plus belle voie de chemin de fer du monde. Dans 15 jours, 32 wagons, locomotives et voitures seront installés le long des Champs-Élysées. D'ici là, il faut poser les rails. La nuit dernière, une trentaine d'ouvriers ont commencé la manœuvre, pas impressionnés du tout par le cadre de travail. Qu'est-ce qui change? Rien du tout. Il faut dire qu'il n'y a pas vraiment le temps de rêvasser. Ça représente à peu près 370 mètres. Enfin, il va nous falloir 2 nuits pour les faire quand même, parce que les conditions sont un peu délicates avec les arbres qui nous entourent et la situation de la circulation. Pendant ce temps, près de Paris, certaines des vedettes de l'exposition attendent leur transfert. Les modèles dernier cri et aussi la BB 9004. Son titre de gloire, un record mondial de vitesse, 331 km/h, plus rapide que les trains actuels. Plus vite que le TGV en vitesse commerciale actuellement. Mais là, il faut quand même signaler que c'était des essais. Autre bijou, la voiture présidentielle de 1924. Nous sommes à l'intérieur du salon de la voiture présidentielle, dans laquelle a voyagé Coty, De Gaulle. Donc dans ce salon sont passés également Khrouchtchev, et enfin plein de personnalités donc, qui ont eu l'occasion de voyager en France, l'occasion de voyages officiels. À la retraite depuis longtemps, toutes ces vieilles dames font déjà figure de stars de l'exposition. Le train, c'est au cœur de tous les gens, de toutes les familles, tout le monde a une histoire dans le train, et je crois qu'on va toucher la société dans ce qu'elle a de plus sensible, dans les souvenirs, l'ambiance, la famille, l'enfance, et faire rêver une population tout entière. Depuis la moisson de blé en 1990, les Champs-Élysées n'avaient pas connu pareille organisation. Pas moins de 5 millions de visiteurs sont attendus en un seul mois. En sport, véritable exploit pour les Montpelliérains qui viennent de remporter la finale retour de la Ligue des champions de handball. 31-19 contre le club espagnol de Pampelune. Pampelune qui au match aller l'avait emporté 27-19. Montpellier devient ainsi le premier club français à gagner la Ligue des champions. Christophe Tortora. Pour la première fois de l'histoire, un club français remporte la Ligue des champions de handball. Montpellier décroche la plus prestigieuse des Coupes d'Europe et ce n'est pas un mince exploit. Au match aller, les coéquipiers de Greg Anquetil, en blanc, étaient passés au travers. 8 buts de retard, un handicap qu'aucun club n'a jamais réussi à remonter en finale. Mais Montpellier débute ce match retour sur les chapeaux de roue. Rien ne leur résiste, la défense de Pampelune est prise de vitesse. Et lorsque Bruno Martini stoppe ce penalty, on sait qu'il peut se passer quelque chose de grand ce soir. À la mi-temps, Montpellier a 4 buts d'avance, alors les supporters des plus connus aux plus anonymes vont donner de la voix. 2500 chanceux qui assistent à l'une des plus belles performances du sport français. En deuxième période, les Français prennent rapidement 10 buts d'avance. Les coéquipiers de Jackson Richardson, eux, jouent sur une jambe. Finalement, Montpellier s'impose 31-19, 12 buts d'écart, un score de barjot, un score de costaud, un score qui fait plaisir bien au-delà de l'héros. C'est le match de ma vie. J'avais dit en 2001, quand on a été champion du monde à Paris, à Bercy, on m'avait demandé si c'était le plus beau match de ma vie. J'avais dit non, le plus beau match de ma vie, ce sera quand je gagnerai la Ligue des champions avec Montpellier. Donc pour moi, maintenant, c'est aujourd'hui. Après la Ligue des champions, Montpellier peut aussi décrocher cette saison la Coupe de France et le championnat, un triplé qu'aucun club français n'a jamais réalisé. En tennis, Amélie Mauresmo a gagné le tournoi de Varsovie après l'abandon de son adversaire, l'américaine Venus Williams, tête de série numéro 1. La Française a remporté les 3 premiers sets, 6-7, 6-0, 3-0, à l'issue de quoi Venus Williams a dû quitter le court en raison de douleurs au ventre. En Formule 1, l'Allemand Michael Schumacher s'est imposé dans le Grand Prix d'Espagne, offrant à Ferrari une nouvelle victoire. Il a devancé l'Espagnol Fernando Alonso au volant d'une Renault avec 28 points. Schumacher se positionne désormais à la 2e place du championnat du monde des pilotes et à seulement 4 points de Kimi Räikkönen. En cyclisme, à partir de demain, le port du casque sera obligatoire dans toutes les courses. Jusqu'à présent, les cyclistes professionnels avaient le choix, mais après plusieurs accidents mortels en compétition, l'Union cycliste internationale a fini par trancher. Manuel Tissier et Jean-Yves Blanc. Pour la dernière fois, Richard Virenque n'en fait qu'à sa tête. Ce matin, au départ du Trophée des grimpeurs, les cyclistes professionnels pouvaient encore choisir leur couvre-chef.
Visiblement, vous n'avez pas la même approche du port du casque tous les deux. Mais lui va rester derrière aujourd'hui, moi je vais être devant. Dès demain, le casque rigide passe du rang d'accessoire à celui de protection obligatoire en course. L'Union cycliste internationale a tranché. Sous peine de fortes amendes, les professionnels devront porter un casque. Mais le nouveau règlement est loin de faire l'unanimité. C'est pas une bonne décision, chacun est libre de son choix. Une journée comme ça, il va faire presque 30 degrés. Dans la bosse, ça va être un poids supplémentaire et moi je trouve pas ça génial d'obliger les gars à mettre le casque. La mort d'Andrei Kivilev sur Paris-Nice il y a 2 mois a précipité la décision des dirigeants du cyclisme. Mais le débat est soulevé à chaque nouvel accident. Certains sont mortels, comme celui de Casartelli sur le Tour de France 95. Et le casque réduit les risques de chute fatale. De nombreux coureurs l'ont adopté après l'accident de Kivilev. Après cette tragédie, on ne peut pas être insensible. Et je peux vous dire que moi, depuis ce jour-là, je porte le casque et je ne l'oublie pas. Lors des arrivées en altitude, les coureurs auront le droit de quitter le casque dans les 5 derniers kilomètres. C'est pour l'instant la seule concession de l'Union cycliste internationale. À partir de demain, plus question de laisser ni les crânes ni les cheveux au vent. Entrée libre aujourd'hui dans tous les musées de France. Ce printemps des musées connaît un succès grandissant. Hier, Jean-Jacques Ayagon, ministre de la Culture, inaugurait le premier musée de l'image, à Épinal bien sûr. Et dès ce matin, une foule nombreuse s'est présentée à l'entrée des différents musées de Paris. Reportage Marie Jojouan et Virginie Travers. Une 5e édition très fréquentée malgré la concurrence déloyale du Soleil. Mystère et découverte était le thème choisi par les musées cette année. Histoire de déceler, comme au musée d'Orsay, à travers un jeu de piste qui se cache derrière une œuvre. Montrer ce qu'une œuvre en apparence classique, recèle comme contenu latent, comme chose mystérieuse à découvrir. Et on espère que ça pourra aiguiser le regard de notre public. Je recherche ce que représente la boucle de ceinture. Alors, c'est pas évident. Pas évident. Allez, on lui donne la réponse. Un scarabée égyptien, symbole de longévité. Un printemps des musées pour grands et petits. Au Muséum d'histoire naturelle, tout aussi mystérieux, les squelettes des mammifères géants étaient source d'âpres discussions. Ah oui, c'est sûr, il n'y a que des os. Un public familial pour expliquer le pourquoi et le comment de l'évolution animale, à noter la forte implication des papas. Mystère et découverte de rites étranges et millénaires, dépaysement total aussi, le musée Guimet offrait aux visiteurs une cérémonie du thé orchestrée par Hiroko Inoue, véritable star venue directement du Japon, pour faire partager ses 15 ans d'expérience en la matière. Ça vous gêne si je le termine pas complètement? Parce que c'est très très amer. On ne peut pas plaire à tout le monde et pour faire passer l'amertume, des petits gâteaux aux haricots rouges. Véritable patchwork culturel, l'opération a été un véritable succès. Les musées ont pratiquement vu doubler leur fréquentation. À l'année prochaine. C'est la fin de ce journal. À suivre la météo, Nathalie Riouet. 1h, le dernier journal, Laurence Piquet. Demain à 7h38 dans les 4 vérités, Dominique Bussereau, secrétaire d'État au transport et à la mer, un proche de Jean-Pierre Raffarin. Demain soir, 23h, complément d'enquête sur la défense nationale. Benoît Duquesne reçoit notamment Michel Alliot-Marie. Excellente fin de soirée sur France 2. Bonsoir.